Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, hiver glacial. La ville était engourdie sous un voile de glace. Le vent coupait comme une lame entre les immeubles, sifflant au creux des artères urbaines. Les toits, les voitures, les réverbères, tout semblait figé sous la morsure du gel. Les passants, emmitouflés jusqu'aux sourcils, avançaient à grands pas, les yeux rivés sur le trottoir, esquivant les flaques gelées et évitant soigneusement les regards. Sur Madison Street, non loin du centre administratif, la routine du matin battait son plein. Café à emporter, téléphone collé à l'oreille, visage pressé. Mais au pied du mur d'un imposant immeuble fédéral, dans une zone où tout est censé être sécurisé, un homme détonnait dans le décor. Il était là, assis à même le sol, adossé contre la pierre froide. Immobile. Son manteau militaire semblait appartenir à une autre époque. Épais, usé mais entretenu. Le genre de vêtements qu'on n'achète pas, qu'on mérite. Sur la poitrine, une vieille étiquette en tissu râpé, Warren. Il portait une capuche qui dissimulait partiellement son visage, mais on devinait la barbe blanche, taillée court, et une posture droite malgré le froid. Dans sa main, une tasse en métal cabossée, mais propre. Il ne la secouait pas. Il ne réclamait rien. Il ne parlait à personne. Les passants l'évitaient. Non pas par hostilité, mais par ce réflexe automatique que l'on développe face aux figures silencieuses de la rue. Les invisibles. Ceux qu'on croit connaître au premier coup d'œil. Un sans-abri, pensait-il. Un autre fantôme de l'hiver. Mais ce matin-là, ce n'était pas n'importe qui. Cet homme, inconnu de tous, s'appelait Henry Lawrence Warren. Et à 8h46, tout allait basculer. Au poste de police du district 4, la radio grésille. Signalement sur Madison Street, au 300 haies. Un sans-abri bloque l'entrée du bâtiment fédéral. Comportement suspect. Il fait peur aux employés. Officier Derek Owens, 29 ans, attrape les clés d'un SUV de patrouille. Grand, costaud, mâchoire crispée et regard tranchant, il est en uniforme depuis 1 an, mais se sent déjà vétéran. Il croit savoir lire les gens. Surtout ceux qui n'ont rien. À ses côtés monte officière Megan Riley, 26 ans, menue, intelligente, observatrice. Elle préfère analyser avant de parler. En silence, elle tapote sur sa tablette de bord les coordonnées de l'appel. C'est leur 5e intervention du matin. Elle soupire. Le trajet se fait dans un silence tendu. Derek mâche un chewing-gum. Megan regarde la neige fondre lentement sur le pare-brise chauffant. Encore un gars qui veut dormir au chaud, lâche Derek avec cynisme. Ou quelqu'un qui a juste froid, répond Megan, presque inaudible. Derek hausse les épaules. Tu veux qu'on attende qu'il entre dans le bâtiment et foute le bordel? On est là pour sécuriser, pas jouer aux assistantes sociales. En sortant du véhicule, Derek Owens ajuste machinalement son gilet pare-balles. Il fait quelques pas d'un pas sec, ses bottes crissant sur la neige mêlée de sel. Le froid pique son visage, mais son ton est toujours aussi tranchant, expéditif. Allez monsieur, faut dégager. Vous bloquez l'entrée. L'homme ne bouge pas. Pas un cil. Son souffle s'élève doucement dans l'air froid, formant de légers nuages qui se dissipent aussitôt. Derek fronce les sourcils. Debout. Maintenant. Ou je vous embarque pour trouble à l'ordre public. Vous comprenez ce que je vous dis? Toujours aucun mouvement. La posture est étrange, trop droite pour un sans-abri, trop contrôlée. Les épaules ne sont ni affaissées ni tremblantes. Il y a une solidité dans ce corps que Derek ne sait pas lire. D'un geste sec, il avance la main et attrape le bras de l'homme, avec autorité. Mais il est surpris par la fermeté de la musculature sous les couches de tissu. Ce n'est pas la maigreur d'un homme en perdition. C'est la tension d'un corps entraîné, en alerte. Et là, l'homme bouge. Très lentement, il tourne la tête, comme un mécanisme précis. Il relève le menton, dévoilant un visage marqué, mais digne. Une barbe blanche courte, des traits creusés, des rides profondes au coin des yeux. Et surtout, un regard.
Un regard d'acier. Glacial. Droit. Un regard qui a vu la guerre. Pas une trace de peur. Pas une once de soumission. Un regard qu'on ne discute pas. Il parle. Sa voix est grave, profonde, usée mais limpide. Elle n'a pas besoin de crier. Elle porte l'autorité naturelle, celle qu'on n'apprend pas dans une salle de classe. Officier, retirez votre main. Immédiatement. C'est un ordre. Derek reste figé, la main suspendue, déconcerté par le ton. Il recule d'un pas, ricanant nerveusement. Un ordre? Attendez une minute. Vous croyez que vous êtes qui? Le maire? L'homme commence à se redresser. Il pose d'abord les mains sur ses genoux. Se relève sans vaciller, malgré le froid. Il ne tremble pas. Il n'est pas très grand, mais la façon dont il se tient transforme l'espace autour de lui. C'est comme si soudain, la rue appartenait à lui seul. Il plante ses yeux dans ceux de Derek, puis parle avec une clarté tranchante, chaque mot résonnant comme une lame. Général Henry Lawrence Warren. 3 étoiles. Retraité de l'armée des États-Unis. Numéro de matricule 729 à 114. J'ai servi ce pays pendant 37 ans. Afghanistan. Irak. Koweït. J'ai enterré plus d'hommes que vous n'en avez jamais commandé. Décoré à 11 reprises. Une pause. Puis, en le fixant, il ajoute d'un ton grave. Je suis ici pour honorer mes frères tombés. Pas pour mendier. Le silence devient brutal. Comme si le vent lui-même s'était arrêté. Megan Riley, toujours restée en retrait, blêmit. Elle regarde son collègue, puis l'homme. Et enfin, elle voit le nom brodé sur la parka, Warren. Elle avale sa salive, incapable de dire un mot. Derek, lui, reste interdit. Sa bouche s'ouvre, puis se referme. Son regard vacille, entre colère et doute. Il recule d'un demi-pas, puis saisit son micro-radio sur l'épaule. Poste central, ici unité 274. J'ai besoin d'une vérification d'identité. Non, Henry L. Warren. Possible ancien militaire. 3 étoiles, prétend-il. Numéro matricule 729 à 114. Demande confirmation. Un léger grésillement répond. La radio reste silencieuse quelques secondes. Pendant ce temps, le général Warren ne bouge plus. Il se tient droit, les bras le long du corps, comme s'il était en uniforme, face à une cour martiale. Ses yeux, d'un gris perçant, ne quittent pas Derek. Megan sent son cœur battre plus fort. Tout en elle hurle que cet homme dit la vérité. Ce n'est pas un imposteur. Ce n'est pas une illusion. Il n'a pas besoin d'un badge ni d'un discours. C'est dans sa façon d'exister. Tout son corps parle de discipline, d'honneur et de douleur contenue. Et ce qui glace Megan encore plus, c'est de voir à quel point elle et Derek ont failli l'arrêter. Pas un sans-abri. Un héros de guerre. 35 minutes plus tard. Le froid s'intensifie. Une foule s'est discrètement formée autour de la scène. Quelques employés du bâtiment fédéral observent de loin, téléphone à la main. La tension est palpable. Derek, bras croisés, tente de garder contenance. Megan, elle, garde le regard fixé sur l'homme droit devant elle, le général Henry L. Warren, qui n'a pas bougé d'un millimètre depuis qu'il a prononcé son nom. Soudain, un véhicule noir banalisé surgit au coin de la rue, fonce, freine brusquement, et se gare en travers du trottoir, gyrophares intérieurs clignotant à peine. La portière claque. En sort le capitaine Raymond Doyle, en chemise blanche, sans manteau, cravate desserrée. Son visage est tendu, le front déjà perlé de sueur malgré le froid mordant. Il jette un rapide regard aux 2 officiers, puis fixe l'homme en face de lui. Il s'arrête net. Ses yeux s'écarquillent. Sa mâchoire se contracte. Il reconnaît immédiatement le visage. Et là, sans réfléchir, le capitaine Doyle se fige au garde-à-vous, dans un réflexe de respect militaire si instinctif qu'il en oublie la rue, le protocole, les passants, tout. Sa voix se brise légèrement. Général Warren. Mon Dieu. Il incline la tête, humble, presque coupable.
Je suis tellement désolé. Je vous reconnais. J'ai lu vos mémoires, je vous ai vu au Capitole. J'étais encore lieutenant à l'époque. Vous étiez monté au pupitre devant le Congrès. Vous parliez de l'honneur des oubliés. Je n'aurais jamais pensé vous voir ici, comme ça. Le général ne sourit pas. Son visage reste de marbre, mais ses yeux s'adoucissent un peu à la vue du salut sincère du capitaine. Il hoche la tête, brièvement. Capitaine Doyle. Merci. Mais je vous laisse gérer vos hommes. La phrase est calme. Polie. Mais elle porte un poids immense. Doyle se tourne lentement vers Derek Owens. Et à cet instant, le jeune officier comprend. Son teint pâlit. Sa respiration devient saccadée. Il ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort. Il bredouille enfin, d'une voix éteinte. Je ne savais pas, monsieur. Je vous jure. Je ne savais pas qui vous étiez. Le général se tourne vers lui. Son regard est long. Perçant. Il ne crie pas. Il ne sermonne pas. Il dit la vérité, brute, nue, glaçante. Et c'est bien là le problème. Il fait un pas vers Derek. Pas agressif. Mais solide. Froid. Vous avez vu un manteau sale. Une tasse cabossée. Une barbe blanche. Vous avez vu un homme qui ne vous ressemblait pas. Alors vous avez cru que j'étais un déchet. Derek baisse les yeux, incapable de soutenir le regard. Il n'a plus d'arrogance, plus d'assurance. Juste une honte qui le submerge lentement. Warren continue, d'un ton plus grave, plus lent. Vous n'avez pas posé de questions. Vous n'avez pas écouté. Vous avez supposé. Et dans votre métier, supposer peut tuer. Silence total. Même la ville semble s'être arrêtée pour écouter. Megan, elle, est figée. Elle serre ses gants entre ses mains, les lèvres tremblantes. Elle est incapable de détourner les yeux du général. Et lui, Henry Warren, tourne doucement les talons. Il ajuste sa capuche. Puis, il s'éloigne lentement, pas après pas, digne, droit, solitaire sous la neige, comme une silhouette sortie d'un autre temps. La foule s'écarte. Personne ne dit un mot. Un homme tente de prendre une photo. Megan le repousse doucement, sans même le regarder. Le capitaine Doyle reste figé. Et Derek regarde le sol, comme s'il réalisait pour la première fois ce que signifie juger sans savoir. Henry Warren était une légende vivante dans les cercles militaires. Général 3 étoiles, stratège redouté et meneur respecté, il avait dirigé des opérations complexes sur plusieurs théâtres de guerre. Irak, Afghanistan, Koweït. Son nom était cité dans les académies militaires, ses décisions disséquées par les plus jeunes officiers. Mais Warren n'avait jamais cherché les projecteurs. À sa retraite, malgré les propositions de siège au Sénat, d'allocution dans des universités prestigieuses ou d'émissions télévisées, il avait tout refusé. Non par mépris, mais par conviction. Il n'avait jamais servi pour la gloire, mais pour le devoir. Puis la vie l'avait frappé là où aucune guerre ne l'avait blessé, la maladie emporta sa femme, Evelyn, son roc, sa confidente, après 42 ans d'un amour discret mais indestructible. Et quelques années plus tard, son fils unique, le capitaine Elijah Warren, fut tué lors d'une opération humanitaire en Syrie. Ce jour-là, quelque chose en lui s'éteignit. Il se retira du monde. Il quitta sa maison de Virginie pour un modeste appartement dans le South Side de Chicago. Aucun luxe. Juste un lit, quelques livres, des photos encadrées de sa famille, et son uniforme soigneusement accroché dans une armoire. Mais il n'avait pas tourné le dos à ses frères d'armes. Chaque semaine, sans exception, il parcourait la ville, souvent à pied, pour rendre visite aux vétérans sans abri. Il connaissait leurs noms, leurs histoires, leurs blessures invisibles. Il partageait avec eux un café, un repas simple, parfois un silence complice. Il écoutait sans juger. Il encourageait sans sermonner. Il portait toujours le même vieux manteau militaire. Une parka usée mais propre, brodée de son nom, Warren. Pas pour rappeler son grade, mais pour rappeler qu'il était comme eux. Qu'il n'avait pas oublié.
Ce manteau était un symbole. Ce matin-là, 11 novembre, jour des anciens combattants, il avait quitté son logement à l'aube. Il ne voulait ni cérémonie, ni discours. Il voulait juste s'asseoir en paix devant le monument aux morts du square Lincoln, là où étaient gravés les noms de ses anciens compagnons d'armes. Il apporta une simple tasse de café noir, s'assit sur le banc glacé, en silence. Le vent était sec, la neige fine tombait sans bruit. Il resta là. Immobile. Les yeux perdus dans les noms. Il ne priait pas. Il se souvenait. Et c'est ainsi que 2 jeunes policiers le trouvèrent, confondant silence avec errance, dignité avec déchéance. Mais Henry Warren, même seul, même meurtri, portait encore la stature d'un général. Et ce matin-là, malgré l'humiliation, il rappela à toute une ville, et bientôt à toute une nation, qu'un homme ne se juge pas à sa barbe ou à ses vêtements, mais à son histoire. Le lendemain matin, la ville de Chicago s'éveille dans un fracas médiatique. Les journaux locaux, puis nationaux, reprennent en boucle le même titre accrocheur. Les policiers pensaient arrêter un sans-abri, c'était un général décoré. Honte et confusion au département de police de Chicago. Un héros humilié sur le sol qui l'a défendu. La vidéo, capturée discrètement par une passante nommée Alicia Gomez, une infirmière d'origine mexicaine, montre la scène depuis le trottoir opposé. On y voit le général Warren, immobile, les mains croisées sur sa tasse, puis l'altercation avec l'agent Derek, l'attitude menaçante, la voix glaciale de Warren, et enfin, l'arrivée du capitaine Doyle, au garde-à-vous dans la neige. La vidéo devient virale. En moins de 24 heures, elle franchit les 15 millions de vues. Des vétérans du pays entier, certains en uniforme, postent des messages de soutien. Des familles d'anciens combattants pleurent en écoutant les mots du général. Même le secrétaire à la Défense publie un message sur X, ex-Twitter. Honorer nos anciens, c'est nous honorer nous-mêmes. Mais respect au général H.L. Warren. Les réseaux sociaux, eux, sont en feu. Hashtag en tête de tendance. Hashtag respect Warren, hashtag un héros humilié, hashtag Chicago do better. Le maire de Chicago convoque une conférence de presse d'urgence. La chef de la police lit un discours tendu, visiblement écrite par ses conseillers. Nous regrettons profondément l'incident. Une enquête interne est en cours. Le général Warren mérite notre respect absolu. Mais rien n'éteint la colère grandissante de la population. Henry Warren, lui, reste silencieux. Pendant 2 jours, il ne répond à aucun appel, ignore les demandes de CNN, NBC, PBS, même celles de vétérans influents. Puis, poussé par d'anciens frères d'armes, il accepte, à contre-cœur, une interview unique, dans le jardin d'un foyer pour anciens combattants qu'il fréquente depuis des années. Devant la caméra, il porte encore sa vieille parka usée, la fameuse étiquette « Warren » cousue sur la poitrine. Il parle d'une voix grave, posée. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Je suis un homme parmi tant d'autres. Des milliers de vétérans vivent dans la rue. Des hommes et des femmes brisés par la guerre, oubliés par la société. Hier, j'ai été pris pour un déchet. Et j'ai vu dans les yeux de cet agent, un jugement automatique. Il a vu une barbe blanche. Un manteau. Une tasse. Pas un homme. Encore moins un soldat. Il fait une pause. Regarde la caméra. Quand vous voyez un homme à terre, souvenez-vous qu'il a peut-être déjà porté ce pays sur ses épaules. Un silence. Puis il baisse les yeux, refuse poliment d'en dire plus. Quelques semaines après l'incident, la ville de Chicago se mobilise d'une manière inédite. Sous la pression de la population, des médias et des vétérans, les autorités annoncent la création d'un programme novateur de réinsertion destiné aux anciens combattants sans domicile fixe ou en grande précarité. Ce programme porte un nom chargé de sens, Projet Warren. Un hommage explicite au général Henry Lawrence Warren, symbole vivant des oubliés de la guerre et de la société. Le projet Warren est pensé comme un réseau d'entraide complet, hébergement, soutien psychologique, formation professionnelle, accès aux soins, et accompagnement dans les démarches administratives. Il s'appuie sur des associations locales engagées, des bénévoles, des anciens militaires reconvertis, et des partenaires publics et privés. Megan Riley,
l'officière prudente et attentive qui avait été la première à percevoir la véritable identité du général, ne reste pas en retrait. Elle demande à être transférée dans cette nouvelle unité, convaincue que la police doit apprendre à écouter, comprendre et accompagner plutôt que juger et exclure. Quant à Derek Owens, l'officier arrogant qui avait failli humilier un héros, il traverse une transformation profonde. Suspendu temporairement pour une remise à niveau obligatoire, il écrit une lettre ouverte publiée dans le Chicago Tribune. J'ai appris que le respect ne se gagne pas avec une arme, mais avec de l'écoute. J'ai vu ce jour-là un homme qui m'a donné une leçon de dignité. J'ai honte de l'avoir jugé. Je lui dois mes excuses, et bien plus. Son texte, sincère et humble, suscite le débat dans la communauté policière, ouvrant la voie à une réflexion plus large sur les préjugés et la formation des forces de l'ordre. Dans les rues de Chicago, au petit matin, lorsque la ville dort encore sous un voile gris de brume, certains témoins racontent apercevoir une silhouette familière. Un homme seul, assis devant le mémorial des anciens combattants, sur Madison Street. Il porte toujours ce vieux manteau militaire usé, un manteau qui semble chargé d'histoire et de combat. Dans ses mains, une tasse vide, symbole de sa simplicité et de sa lutte silencieuse. Les passants s'arrêtent. Certains s'inclinent légèrement, comme on rend hommage à un roi sans couronne. D'autres restent figés, quelques secondes, dans un silence respectueux. Ils savent désormais. Ce n'était pas un sans-abri. C'était un héros. Un homme qui, même sans uniforme, même sans grade visible, continue d'inspirer le respect et la dignité. Un homme qui, dans le silence de l'hiver, enseigne encore aux vivants ce que signifie la vraie grandeur.